La nature, un buste de bronze qui incarne la quintessence de la femme 1900. Elle a un regard énigmatique, intemporel. Elle est belle, elle est tout ce que Mucha faisait. Alphonse Mucha, l'un des fondateurs de l'Art Nouveau, dont les femmes fleurs sont indissociables de la naissance de la publicité. Le terme Art Nouveau n'existait pas à cette époque. Ce qui existait, c'était l'œuvre de Mucha. Alors on disait le style Mucha. La nature est l'œuvre la plus troublante d'Alphonse Mucha. Qui est cette femme? Une célébrité de son temps, dont l'artiste s'était pris? Ou est-ce l'idéal féminin qu'il imaginait pour ses affiches? Un bronze mystérieux, au destin pour le moins chaotique. Une pièce connue, vue d'un très grand public en 1900, puis perdue de vue, oubliée, puis redécouverte il y a 40 ans. Une enquête de Bruxelles à Prague, en passant par Londres, sur les pas de la nature, d'Alphonse Mucha. Fondés il y a 2 siècles, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique conservent quelques 20 000 peintures, sculptures et dessins. Chaque année, plus de 600 000 visiteurs viennent les admirer. Bientôt, ils pourront découvrir un nouveau musée, le musée fin de siècle, équivalent du musée d'Orsay en France. Jennifer Bollois, responsable scientifique, participe à la mise en place des œuvres. Aujourd'hui, Jennifer nous présente le chef-d'œuvre phare de ce nouveau musée. Une sculpture qui fait partie d'une imposante collection d'art nouveau, actuellement gardée dans les réserves. Pour des mesures de protection et de conservation, on les a laissées dans les caisses d'origine jusqu'à l'ouverture du musée. C'est vraiment un plaisir de la sortir de caisse après si longtemps. Une œuvre si précieuse que seuls quelques employés spécialisés du musée sont habilités à manipuler. Cela faisait 6 ans que ce buste n'était pas sorti des réserves. Nous sommes face à la nature d'Alphonse Mucha, qui a été réalisée aux alentours de 1899-1900, à la veille de l'exposition universelle. C'est une sculpture qui fait 70 cm de haut et elle est réalisée en bronze doré. Les ornements sont en malachite. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, Mucha s'est fait aider par un sculpteur fondeur que l'histoire a un peu oublié, Auguste Cesse. Je trouve qu'elle capte très bien la lumière. Et alors cette expression qui est très énigmatique, avec ses yeux qui sont presque fermés, comme si elle fermait les yeux, qu'elle conservait son secret et son mystère, et soulignant plus par ce sourire à peine esquissé du bout des lèvres, très énigmatique aussi. Je trouve qu'elle dégage une certaine sérénité finalement. C'est très très beau. Au fil du temps, cette œuvre est devenue emblématique de l'idéal féminin des années 1900. C'est un chef-d'œuvre de Mucha, oui. Et c'est étonnant comme un artiste qui est principalement connu comme un affichiste, un dessinateur, qui avait à la base l'ambition de faire la peinture d'histoire, a réussi d'emblée à rendre une sculpture qui s'impose comme un coup de maître. Alphonse Mucha, un nom aujourd'hui un peu éclipsé par la célébrité de ses œuvres. Ces mythiques femmes fleurs sont l'emblème de la belle époque. Elles font aujourd'hui partie de l'inconscient collectif. En particulier ici à Prague, où l'Art Nouveau a gardé une place importante. C'est dans cette ville que Mucha a passé les 20 dernières années de sa vie. Nous y retrouvons Jennifer.
En vue de l'ouverture du musée fin de siècle, elle tente de réunir des informations sur l'histoire du buste de la nature. Et pour cela, elle a rendez-vous avec John Musha, le petit-fils de l'artiste. Il l'accueille dans la maison familiale où sont précieusement conservés tous les souvenirs d'Alphonse Musha. Ce que mes parents voulaient faire, c'était recréer l'atmosphère de l'atelier à Paris. D'une certaine manière, c'est une interprétation de mon père, avec l'aide de ma mère, grâce aux différentes photos que nous avions. Car il y a beaucoup de photos de son atelier. C'est un peu comme créer un décor de théâtre. Pour John, président de la Fondation Musha, il est important de continuer à faire vivre le souvenir de son grand-père. Je pense que c'était un homme très gentil. C'était un gros travailleur. Il était très naïf. Il croyait profondément à tout ce qu'il y avait de bon chez l'homme. C'était un grand idéaliste. Et est-ce que la nature était une étape importante dans sa carrière? Je pense que la nature, cette tête de femme, est l'esprit même de l'Art Nouveau. Une expression tridimensionnelle de ce qu'on voit sur ces affiches. Alphonse Musha était artiste peintre de formation, connu pour ses talents de dessinateur. Mais comment a-t-il travaillé pour réaliser cette sculpture? Il faisait en fait une maquette de ses propres mains et ensuite il l'emmenait à la fonderie où l'on réalisait le bronze. En fait, c'est comme une lithographie qui n'est pas à proprement dite des mains de Musha. Il gravait la pierre et après on faisait les impressions, ce qui n'est pas pareil qu'un original comme celui-ci. À une époque où la fabrication de bronze était déjà particulièrement onéreuse, on peut se demander comment Alphonse Musha pouvait avoir les moyens de réaliser un tel buste. Selon son petit-fils, pour bien comprendre le contexte, il faut se pencher sur son passé, lorsque 4 ans auparavant, son destin avait basculé comme par magie, du jour au lendemain. L'histoire se passe à Noël 1894. Tous les dessinateurs sont en vacances et Alphonse n'a pas d'argent. C'est à ce moment-là que Sarah Bernard s'apprête à jouer une nouvelle pièce de théâtre, Gismonda. L'imprimeur désespéré demande à Alphonse « Est-ce que tu te sens de faire quelque chose ?» Alphonse lui répond qu'il va essayer. L'imprimeur part en vacances et à son retour, il lui demande ce qu'il a fait. Alphonse répond « ça ». L'imprimeur est horrifié car il n'a jamais vu un style pareil. C'était un style totalement inconnu. Sarah Bernard voulut le voir. Devant le résultat, elle le prit dans ses bras et lui dit « Monsieur Musha, vous m'avez rendu immortel. » Le succès est prodigieux. À partir de là, Musha réalise toutes les affiches de la Divine, mais aussi les décors de ses pièces, les costumes et même les bijoux. Leur collaboration est si riche que pour certains, aucun doute, la nature est un hommage à Sarah Bernard. Mais pour autant, peut-on véritablement faire un parallèle entre l'actrice et cette sculpture? Pour en savoir plus, nous sommes allés enquêter à Paris, du côté du musée d'Orsay. Marie Robert est conservatrice au département photographie. Dans les archives, elle a retrouvé pour nous quelques portraits de Sarah Bernard. L'occasion de comparer ses traits avec ceux de la nature et d'en savoir un peu plus sur cette femme avant-gardiste dans sa manière d'exploiter son image. Sarah, effectivement, a compris très vite que sa notoriété pouvait évidemment s'accroître avec la diffusion de son image photographique, mais aussi peinte, dessinée, sculptée. C'était une muse inspirante pour les artistes, bien sûr. Je crois qu'une partie de son aura et de son charme ou de sa grâce provient de sa chevelure rousse, un peu indomptée,
dont elle fera une partie de sa personnalité, en fait. Voilà Sarah Bernard photographiée à Londres lors d'une de ses tournées. Et ce qui me semblait intéressant, c'est son regard, en fait, là, justement, les yeux fermés, qui peut-être pourrait nous rappeler les yeux baissés de la nature de Mucha. Des cheveux bouclés, un nez de caractère, la divine peut-elle être la muse de la nature? Il me paraît peu probable que Sarah Bernard ait prêté ses traits tels quels à la nature de Mucha. Mais il se pourrait qu'une autre personnalité puisse avoir été une de ses sources d'inspiration, c'est Cléo de Mérode. Cléo de Mérode est une jeune danseuse qui fait ses classes à l'école de danse de l'Opéra de Paris et qui va très vite avoir un usage tout à fait judicieux de son image, et presque plus de son image que de son art. Elle apparaît ici très fine, élégante, avec une taille de guêpe qu'elle valorisera en permanence. Et puis sa coiffure, très caractéristique, des cheveux longs qui sont enserrés par un serre-tête. Son visage enchante tous les artistes photographes, mais aussi les peintres et les sculpteurs. Cléo de Mérode va peu à peu devenir une des icônes de la Belle Époque. Avec cette photographie, il semble qu'on se rapproche un peu du buste de Mucha, par le sourire mystérieux, légèrement retenu, les yeux baissés. Et puis on retrouve le principe peut-être du diadème avec les bandeaux qui ici maintiennent la chevelure. La ressemblance avec la nature est troublante. Cléo de Mérode aurait-elle posé pour le sculpteur? Malheureusement, aucune archive n'en atteste. Un autre visage évoquant la nature a été retrouvé à Prague par John, le petit-fils de l'artiste. Il s'agit d'un dessin réalisé 4 ans avant le buste, un profil étrangement similaire à notre sculpture. Comme vous pouvez le remarquer, le sujet est le zodiaque. Vous voyez bien les différents signes et au milieu le visage féminin typique du style de Mucha, avec des lignes très pures. Mais ce qui est intéressant quand on regarde ce profil, c'est qu'on peut facilement imaginer que c'est une des premières sources d'inspiration qui va le mener à la création de la maquette de la nature. Et là, une nouvelle piste s'ouvre. Et si Alphonse Mucha avait finalement essayé de représenter l'idéal féminin de l'époque pour séduire le grand public? Les gens pouvaient remplir ces cartouches. Il pouvait y avoir un calendrier ou le nom de l'entreprise. Pour la première fois, l'art devenait utile dans le sens où il projetait un message. C'est en fait le premier pas vers la publicité de masse, tout en ayant une vraie préoccupation esthétique. À cette époque, Mucha souhaite partager son art avec le plus grand nombre et un événement historique va lui en offrir l'opportunité. Paris 1900, l'exposition universelle, dont il reste aujourd'hui le pont Alexandre III et le Grand Palais. Les visiteurs s'enthousiasment pour le cinéma, l'électricité et bien sûr l'art nouveau. Alphonse Mucha s'est vu confier les décors du pavillon de la Bosnie-Herzégovine où il va présenter le buste de la nature. Le succès est inégalé. En 212 jours, on parle de 50 millions de visiteurs, plus que la population de la France. La célébrité de Mucha est à son sommet. Il est réclamé de toutes parts. Un an plus tard, en 1901, on lui commande le décor d'une bijouterie, rue Royale à Paris. Une vitrine inespérée pour son art. Notre enquête nous mène au musée Carnavalet, où le conservateur Jean-Marie Bruzon a retrouvé les croquis préparatoires de cette boutique. Alors ici, nous avons à peu près 80 dessins qui montrent les différentes étapes de l'élaboration de ce décor, avec un certain nombre de dessins qui concernent la cheminée. Un des points sur lequel Mucha a un peu tâtonné, puisqu'il y a beaucoup de projets assez différents. On a par exemple ici une cheminée surmontée d'un groupe sculpté, une jeune femme alanguie. Et puis, il y a un projet qui semble avoir, pendant
un bout de temps était celui qu'il allait retenir, puisqu'on a plusieurs dessins qui montrent la figure de la nature posée sur la cheminée. Mucha semblait avoir trouvé avec cette bijouterie l'écrin idéal pour la nature. Ici, on a un dessin plus abouti, qui est assez proche de ce qui a été réalisé, puisqu'on a par exemple le motif des broderies qui est tout à fait conforme à ce qui a été fait. Le dessin des vitrines semi-sphériques aussi est tout à fait conforme à ce qui a été fait. Ce qu'il y a de différent par rapport à ce qui a été fait, c'est l'omniprésence des figures féminines. Vous voyez qu'il y a des grandes figures qui rappellent tout à fait celles qu'on trouve sur les affiches contemporaines. Il y a renoncé finalement, peut-être pour éviter cette présence un peu obsédante de toutes ces femmes dans tous les coins du magasin. Et du coup, il a renoncé aussi au buste, qui ne semble pas avoir jamais été placé dans la boutique. Si la nature a disparu du décor de la bijouterie, miraculeusement, la boutique, elle, est parvenue jusqu'à nous. Direction le 2e étage du musée Carnavalet, où elle a été remontée il y a 20 ans. Nous sommes devant la devanture de la boutique Fouquet, qui se trouve à Rue Royale, avec comme élément saillant évidemment la grande figure féminine en bronze, qui a d'ailleurs été fondue par Cès, le même fondeur que la nature. Et on peut remarquer qu'elle tient un bijou assez fantasque, assez étrange, qui est tout à fait proche des bijoux dessinés par Mucha pour Fouquet, et qui valait d'être un peu un artiste à la mode à Fouquet. On retrouve également dans les vitraux des variantes du zodiaque que nous avons vues à Prague. Et voici l'intérieur, une incroyable incursion au cœur de la Belle Époque. La boutique a été reconstituée à peu près telle qu'elle était en 1901 et on a, parmi les éléments importants, cette cheminée sur laquelle aurait pu être représenté le buste de la nature et qui finalement a été remplacé par un vase plus simple. La boutique était à la pointe de la modernité en son temps, mais elle s'est aussi démodée très vite et dès 1922, elle a été démontée et remplacée par une boutique dans le goût nouveau, donc cette fois-ci tout en ligne droite, très austère. Et malgré tout, Fouquet n'a pas mis à la poubelle, si j'ose dire, tous les éléments de la précédente boutique. Il les a rassemblés dans un garde-meuble et il a fini par en faire don au musée Carnavalet en 1938. Après avoir réalisé cette bijouterie, en 1902, Mucha présente la nature à l'exposition universelle de Turin. Ce sera sa dernière apparition publique. Elle disparaît ensuite et sombre dans l'oubli. C'est à Londres que le buste va réapparaître 70 ans plus tard. Notre enquête passe par une adresse bien connue des collectionneurs où une importante vente d'art nouveau se prépare. L'occasion pour Jennifer Bollois de rencontrer un personnage clé de l'histoire de notre sculpture. Philippe Garner, c'est l'un des plus grands spécialistes d'art nouveau au monde. Aujourd'hui, les ventes d'art nouveau sont rares, mais les acquéreurs toujours au rendez-vous. On voit sortir toujours des affiches, des lithos décoratifs de Mucha. Est-ce qu'il reste des surprises? C'est possible. Mon métier, c'est toujours d'espérer qu'il y aura d'autres trésors à présenter. Au début des années 70, les ventes d'art nouveau reviennent à la mode. On assiste à un retour en grâce d'Alphonse Mucha et la vente de la nature s'annonce comme un véritable événement. Je vais vous montrer la présentation. Voilà, vous le voyez de face et de dos. C'était la pièce phare de la vente, aucun doute là-dessus. Déjà, c'était une pièce qui avait une présence importante dans ses proportions, plus ou moins taille réelle. C'est une vraie sculpture. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est-à-dire, c'est une pièce qu'on apprécie de chaque angle. On tourne autour, il y a une logique dans les lignes qui partent de la coiffure, de la chevelure qui entoure et deviennent le socle. C'était vraiment un objet conçu en 3 dimensions. J'avais rien vu de comparable. C'était une pièce exceptionnelle, je ne savais pas que ça existait. Voilà, c'était un coup de foudre pour moi, je dois dire aussi. Philippe Garner avait 21 ans.
Et il réalisait ce jour-là sa première vente d'envergure. Je vais vous demander si vous reconnaissez le monsieur en gris. C'est moi? C'est moi. J'étais débutant dans ce milieu, mais j'étais quand même amateur de l'Art Nouveau depuis quelques années. J'avais assez de repères pour pouvoir faire la distinction entre une pièce courante et une pièce exceptionnelle. Là, j'avais aucun doute. Et là, vu de dos, le couple vendeur... Le père du vendeur était collectionneur de bronze. Il avait proposé à chacun de ses enfants de choisir une sculpture. L'un avait pris le buste de Mucha sans avoir la moindre idée de ce que c'était ni d'où il venait. Cette personne m'apporte cette œuvre, j'essaie d'arriver à une estimation. Je savais que ça allait se vendre pour quelques milliers de livres, ce qui était une somme assez importante à l'époque. La nature est finalement adjugée 11 000 livres, soit la valeur de la maison du vendeur. Si je me souviens bien, les acheteurs, les Gillon-Crowet, n'étaient pas présents, mais avaient demandé à quelqu'un d'enchérir pour eux. Parce qu'ils étaient trop connus? Oui, ils étaient bien connus du milieu, et peut-être leur présence aurait encouragé les autres à pousser un peu plus loin. À l'époque, les acheteurs, le baron et la baronne Gillon-Crowet, étaient en effet les plus importants collectionneurs d'Art Nouveau. À Bruxelles, nous avons retrouvé Anne-Marie Gillon-Crowet, qui nous a reçus dans son bar 1900, et elle se souvient avec émotion de la nature de Mucha. Elle est rentrée dans notre vie et nous avons vécu avec elle pendant plus de 30 ans. Elle était en plein milieu de notre salon, de notre appartement. Elle faisait partie de notre vie quotidienne. Parfois, je mettais une robe d'époque 1900. Je réunissais la famille, on mettait une table avec les verres et les assiettes de galets et nous passions une soirée vraiment hors du temps. Tout ça sous le regard énigmatique de notre Cléo de Mérode. Car pour Anne-Marie Gillon-Crowet, pas de doute possible. La nature représente bien Cléo de Mérode. J'étais chez Lippe, à Paris, où j'attendais mon mari. Il devait me rejoindre assez tard. Plus loin, à quelques tables de la mienne, se trouvait un ami de mon père, le baron Urvater, avec un monsieur que je ne connaissais pas. Quand il a vu que j'étais seule, il m'a demandé de me joindre à eux. Et c'est là que j'ai connu Jiří Mucha. Quand il a su mon emballement pour son père, il était débordant de bonheur. Et en plus, il savait que nous avions acquis la nature. Au moment de partir, quand j'ai quitté Jiří Mucha, je lui ai dit « Pouvez-vous vraiment me garantir que c'est Cléo de Mérode ?» Il m'a dit « Madame, il n'y a aucun doute, c'est elle. » Mon père avait pour elle une telle admiration. Cette Cléo de Mérode était le point d'orgue d'une collection exceptionnelle, connue et admirée par tous les spécialistes d'Art Nouveau en Europe. Quand elle est devenue très importante au point que c'était invivable. Chaque objet était le summum dans ce qu'il était, dans son domaine, aussi bien les meubles que les tableaux. Pour faire recevoir des amis, chaque fois on mettait les sacs sur les guéridons. J'en étais très malade. À ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est plus tellement propriétaire de tout cela. Ça appartient au monde. Aujourd'hui, Anne-Marie Gillon-Crowet a gardé en souvenir ce décor de bar d'époque. Un simple clin d'œil au regard de la qualité exceptionnelle de ses œuvres d'art 1900, dont elle a décidé de se séparer en 2005. Je me sentais un peu responsable de ce que j'avais. J'avais envie de faire partager cette collection. Souvent, on me demandait de venir la voir. J'avais l'impression qu'elle ne m'appartenait pas totalement. Et alors, quand nous avons eu cette occasion, on a fait une dation au musée. Et comme je voulais que toute la collection soit réunie, nous avons donné le reste. C'est comme une musique, on ne peut pas retirer des notes. Ma collection était à mes yeux complète et je voulais qu'elle le reste. En 2006, toute la collection Gillon-Crowet entre aux musées royaux de Belgique. Pour célébrer l'événement, une exposition exceptionnelle permet alors au public belge de la découvrir. On compte 230 pièces d'art nouveau, dont 48 meubles, 71 verreries, 13 tableaux et 7 sculptures, parmi lesquelles notre buste de la nature. À la fin de l'exposition, toutes les œuvres ont rejoint les réserves pour 6 ans. La sculpture de Mucha est la première à en sortir en vue de l'ouverture du musée fin de siècle.
Michel Draguet, le directeur, en est particulièrement fier. C'est vraiment la synthèse d'une époque. Et c'est ce que je trouve de troublant en revoyant la sculpture aujourd'hui. C'est certainement une des icônes de ce musée où précisément elle va retrouver son temps, elle va retrouver son contexte. Et j'espère qu'elle y passera des jours heureux. Hein. Elle sera très bien ici. Aujourd'hui, les historiens d'art continuent à chercher la preuve du lien entre la nature et Cléo de Mérode. Ils tentent également de retracer son parcours entre 1902 et 1971. Et pour l'instant, le mystère reste entier.